Bienvenue dans ce Grand 8, nous sommes ici au centre d'exploitation des routes à Ugine, à quelques mètres de l'entrée des gorges de l'Arly, la route la plus chère de France. Il est vrai qu'il y a des problématiques aujourd'hui d'exploitation de ces routes, peut-être dues au réchauffement climatique. Les roches fragilisent, il y a malheureusement partout, pas uniquement aux gorges de l'Arly, des rochers qui tombent en plein cœur de ces routes. Alors que faut-il faire? Il n'y a pas de fatalité, il y a surtout des travaux de prévention. On va parler de tout ça avec nos invités. Peut-être qu'à côté de chez vous, il y a des grands travaux en projet, lesquels, juste après le générique. Une émission passionnante, je vous assure, vous prenez toutes ces routes départementales des Pays de Savoie tous les jours et pourtant vous ne vous rendez pas compte le travail qui est fait pour essayer de vous faciliter la vie. C'est vrai qu'il y a de véritables enjeux. On va parler bien sûr des conséquences du réchauffement climatique sur ces roches qui malheureusement sont en train aujourd'hui de se fracturer, de se fragiliser. Merci beaucoup à vous Jean-Philippe Jarin d'être avec nous. Vous êtes d'un cabinet d'expertise géolite capable de nous expliquer pourquoi ce qui se passe juste à côté d'ici dans les gorges de l'Arly n'est pas en train de se généraliser, mais quand même il y a des problématiques d'usage avec ces routes de montagne. Oui, bonjour. Alors c'est vrai qu'on a sur ces dernières années beaucoup d'événements géologiques assez marqués, assez majeurs qui se sont produits. Est-ce que c'est vraiment dû au réchauffement climatique ou c'est une des conséquences mais pas la seule? C'est probablement en partie dû au réchauffement climatique. Et puis c'est également une attente plus importante de la société aujourd'hui, la protection contre ces risques naturels. Alors, vous avez raison de le dire, Auguste Picollet, c'est très intelligent ce que vous dites à l'instant là, d'autres choses aussi intelligentes que vous allez dire. Mais pendant des années, dans les gorges de l'Arly qui sont juste là, les gorges démarrent à peine 200 mètres d'ici, il y a toujours eu des pierres qui sont tombées sur la route. Est-ce que ce n'est pas la société aussi qui les admet moins que fut un temps ? C'est vrai que cette route qui nous a été transférée en 2006, puisqu'avant elle appartenait à l'État, a toujours été pour nous une route où on a porté la plus grande vigilance. Vous venez de le dire, il y a toujours eu certains jours, notamment en période de pluie, des chutes de pierres. Et depuis, c'est vrai, depuis maintenant quelques années, on assiste à des glissements de terrain, ce qui ne se produisait pas par le passé. Ou encore, dernièrement, ce qui s'est passé le 1er mai 2015, où on a eu une crue exceptionnelle avec une rivière à plus de 300 mètres cubes seconde et en même temps un glissement de terrain de plus de 500 000 mètres cubes qui nous a détruit la route sur plus de 300 mètres. La route a été complètement emportée sur 300 mètres. Denis Duvernay, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une pression foncière très forte. De plus en plus d'habitants choisissent notamment la Haute-Savoie, plus 6% d'habitants sur la zone du Chablais jusqu'à peu près Saint-Julien, de Saint-Julien jusqu'au nord de Thonon. Ce qui veut dire aussi plus de trafic et potentiellement, c'est assez logique, plus de passages. Donc s'il y a une pierre qui tombe, plus de voitures qui pourraient se prendre des pierres dessus, quoi. Oui, effectivement, vous parlez de ce sujet-là. Il est vrai que depuis quelques années, nous ressentons effectivement une accélération de ce phénomène-là. Alors, bien entendu, il y a des effets géologiques, des effets climatiques, mais néanmoins, je crois que nous allons être obligés quand même de prendre des mesures particulières. En tous les cas, le département de Haute-Savoie, depuis 3 ans, a fait un diagnostic total de ce réseau pour savoir quels étaient les endroits où réellement il y avait des risques de niveau élevé ou très élevé. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce diagnostic, il vous a rassuré ou non? On part dans l'inconnu complètement. Alors ce diagnostic, il nous a permis effectivement d'évaluer, de recenser 84 km qui étaient vraiment à des risques dans lesquels il fallait trancher. Sur ces 84 km, il y en a 42 aujourd'hui qui sont en cours effectivement de sécurisation, que ce soit par des filets, par des paravalanches, par toutes sortes de mesures qui permettent effectivement de sécuriser cette voirie et ces automobilistes par ricochet. On va très probablement aller juste à côté de chez vous, que vous habitiez en zone de plaine ou en zone de montagne. Vous êtes forcément concerné par ces endroits où il y a un travail du quotidien. Vous les voyez, ces filets de protection, ils sont là vraiment pour pouvoir vous mettre en sécurité. Jean-Philippe, on s'aperçoit que ce n'est pas uniquement qu'un sujet de haute montagne, ce n'est pas uniquement l'accès par exemple de Tignes qui est très concerné actuellement par des problématiques, ou des gorges de l'Arly, c'est parfois à l'arrière du Publier ou juste ici quand on rentre en Tarentaise ou en Maurienne, il y a ces problèmes-là aussi. Bien sûr.
Il n'y a pas de domaine réservé en termes d'altitude ou de géographie. À partir du moment où il y a une falaise rocheuse, on a de fait des risques d'éboulement qui existent. Alors c'est sûr, la problématique, elle nous concerne lorsqu'il y a un ouvrage d'art, lorsqu'il y a une simple route qui passe. Le problème, pour bien comprendre, c'est quoi? C'est chaud, froid, et comme par hasard, on se rend compte que quand il fait très froid, ça ne bouge pas. Dès qu'il y a le redoux ou dès qu'il pleut, boum, là ça tombe. On sait bien qu'il y a des jours qui sont plus propices à la chute de rochers que voilà, quand il fait -10, généralement ça ne tombe pas. Tout à fait. Il y a plusieurs phénomènes qui vont pouvoir se produire. Bien évidemment, l'eau va avoir un rôle majeur, un rôle prépondérant dans la stabilité des blocs rocheux. Elle rentre dans les fissures et ensuite, par mise en charge, elle va pouvoir faire tomber les blocs. Quand on est en période de gel-dégel, l'eau va geler derrière. Elle va prendre plus de place lorsqu'elle gèle, mais en même temps, elle va coller les deux éléments de rocher. Et puis lorsqu'elles font... Une petite jointure complètement artificielle du temps 2. Exactement, le temps du gel. Et puis après, une fois que ça fond, là, ça tombe. Alors ça c'est très intéressant ce que vous dites. C'est vrai, Auguste Picolet, vous l'avez fait sur la partie basse des gorges de l'Arly, cette fameuse route départementale 1212. Vous avez mis des barrières de protection à l'entrée des gorges. Presque pareil lorsqu'on va faire des pistes ou du hors-piste, il y a des jours à danger et des jours moins à danger. Ce qui veut dire que, par exemple, lorsqu'il pleut très 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 fort pendant quelques jours, vous pourriez être amené à fermer la route préventivement. C'est vrai que le secteur de Montgambert nous inquiète beaucoup, puisque c'est un glissement qui part à quelque chose comme 1200 mètres d'altitude, qui nous a causé beaucoup de soucis. Après une purge... On est en dessous de Crévolan, c'est vraiment le démarrage des gorges et il y a toute une falaise qui menace de s'effondrer sur la route qui est en partie aval. Tout à fait. Donc il y a eu des purges l'année dernière et encore ce printemps. Nous avons mis en place des filets d'une hauteur de près de 15 mètres pour éviter que les pierres, lorsqu'il y a des rebonds, tombent sur la route. Mais nous avons réalisé un piège à cailloux qui permet aujourd'hui, quand on a des orages, et vous venez de le citer, quand il pleut, les glissements sont plus importants, eh bien, de récupérer ces matériaux et d'éviter une coupure de route particulière. Alors, encore une fois, ce n'est pas que le sujet des gorges de l'Arly, parce que je vous assure, beaucoup d'endroits des deux départements, il peut y avoir, vous l'avez dit, plus de 40 km de zones un peu compliquées, comme celle-ci qu'on va découvrir en images. Direction Chevenot, nous sommes en Haute-Savoie, et vous allez le voir, ces quelques kilomètres font vraiment l'objet de toutes les attentions du conseil départemental de la Haute-Savoie. On se trouve sur la route départementale 22 avec un chantier en cours suite à un éboulement survenu dans l'hiver, un bloc rocheux qui s'est décroché de son point d'attache pour se retrouver sur la route départementale. Sur les 3000 km de route du département, il y a à peu près 84 km de route classée à risque élevé, voire très élevé. L'entretien et la mise en place de dispositifs du département de la Haute-Savoie représentent à peu près 2,5 millions à 3 millions d'euros par année pour la sécurisation des routes. Il y a 1048 ouvrages qui sont concernés sur l'ensemble des routes du département, ce qui représente à peu près 44 km de ce type de protection de filets par bloc. Les agents des routes départementales assurent des patrouilles quotidiennes pour surveiller le réseau routier et intervenir très rapidement en cas de soucis. C'est le cas de ce chantier où la réactivité a été très importante, un chantier qui représente quand même pas loin de 500 000 euros sur les différentes phases d'intervention. On a fait une première phase, un déroquetage de mise en sécurité, et puis au cours de l'étude plus poussée de la part du bureau d'études, ils ont découvert une autre masse sur le côté qui, elle aussi, présentait un risque de rupture. On a fait un deuxième déroquetage. Les risques résiduels sont des blocs inférieurs à 4 mètres cubes. Donc cette barrière là qu'on est en train d'installer en bas et qui couvre toute la zone est normée pour pouvoir intercepter des blocs de cet ordre-là. Donc là, on a fait la barrière avec l'hélico. En plus, l'entreprise, la Blujon, on les connaît parfaitement. Ils ont la maîtrise du truc, ils connaissent même les barrières, donc ils savent à quoi s'attendre, comment les placer, etc. Donc c'est vraiment un grand confort et c'est rapide. C'est très rapide. Si on devait les mettre debout à la main, c'est 1 heure, 1 heure et demie par poteau. Là, c'était 5 minutes par poteau. Donc c'est vraiment efficace, quoi.
De retour ici, nous sommes à Ugine, juste à l'entrée des Gorges de l'Arly. On a fait un petit tour à Chevenot à l'instant. Jean-Philippe, on voit bien toute l'importance de la reconnaissance. On ne fait pas des travaux n'importe comment. J'entends parfois les critiques qui sont assez logiques lorsqu'il y a des déviations comme celle de Héry-sur-Ugine et que les gens qui vivent à proximité des chantiers disent « Ouais, mais bon, ça fait quelques jours qu'il fait beau, ils ne bossent pas dedans. » Non, c'est pas qu'ils ne bossent pas, c'est qu'il faut repérer. Les travaux, on ne les fait pas n'importe quand. On ne les fait pas évidemment par temps de grande pluie parce qu'on peut mettre aussi en danger la sécurité des gens qui sont dessous, dans ces moulins. Et il y a toute une logique de bien faire du sur-mesure. Bien sûr, à chaque fois, il faut vraiment adapter la parade à la problématique. Il faut que ça réponde parfaitement. Il faut se donner quand même un petit peu de temps pour bien dimensionner, pas faire des choses qui soient surdimensionnées, qui coûtent trop cher, pas faire des choses qui soient sous-dimensionnées, qui ne soient pas efficaces. Et puis, il faut aussi effectivement trouver des parades qui vont permettre, lors de la réalisation et après, lors de toute la maintenance des ouvrages, de gêner le moins possible la circulation. Et donc de réduire le plus possible les durées de déviation et les durées de... Je pose la question aux élus, bien entendu, Denis Duvernay. C'est pas un plaisir de fermer une route, c'est pas un plaisir de mettre une déviation, d'autant plus qu'il y a aussi les habitants des déviations qui vont supporter le transfert des flux devant chez eux. Donc voilà, vous faites toujours au mieux pour pas gêner les gens qui sont habitués à des flux habituels, quoi. Non, mais bien sûr, nous n'avons pas le choix. De toute façon, il y a deux choses. Un, la mobilité, elle existe. Il faut que les gens puissent aller à leur travail, rentrer chez eux, toute cette mobilité, qu'elle soit touristique ou pour les autochtones. Mais au-delà de ça, il y a quand même la sécurité des usagers. Et ça, c'est quand même l'action prioritaire que nous devons mener pour être sûr que les gens qui circulent sous nos voiries puissent effectivement le faire en toute sécurité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Alors quand même, vous avez quand même en charge 3140 km de route pour la Haute-Savoie. On vient d'écouter à l'instant notre ami Nicolas Rubin qui nous dit voilà, on a plus ou moins une fourchette budgétaire. Mais comment peut-on adapter une fourchette budgétaire alors que, comme par exemple l'an dernier, il y a eu des gros événements qui font que vous allez devoir faire des déclarations différentes et des provisions budgétaires complètement exceptionnelles? Oui, déjà le chiffre que vous avez cité est celui de la Savoie. Nous, c'est 3000 km. Bon, il y a peu d'écart quand même. Donc, nous n'avons pas le choix. 340 ou 3000, voilà. À des moments, ce que nous devons faire, ce sont des arbitrages. Le département de Haute-Savoie engage à peu près 100 millions de travaux par année sur notre domaine routier. Donc, à des moments, nous priorisons effectivement certains travaux dès lors qu'il y a de la sécurité qui est en jeu. Ça fait partie effectivement des arbitrages budgétaires. Ça fait partie effectivement le fait de pouvoir ajuster au titre d'un budget supplémentaire, je dirais, les différents chapitres qui le composent. Mais en tout état de cause, c'est une volonté d'assurer, la sécurité de tous les usagers de ces routes et aussi favoriser la fluidité dans un certain contexte également. Franchement, Auguste Picolet, est-ce qu'à un moment, on ne se dit pas, on ne va pas y arriver, quoi. Les Gorges de l'Arly, ça a été vraiment très compliqué l'an dernier. Est-ce qu'à un moment, on ne se dit pas, allez, stop, il y a la déviation d'Héry-sur-Ugine qui passe à côté de nous, on arrête ces Gorges de l'Arly, on va agrandir cette route d'Héry-sur-Ugine, on va faire ce qu'il faut et puis stop. On n'y arrive plus dans les gorges, on arrête tout. Vous êtes posé la question? Bien sûr qu'on s'est posé la question. Il faut savoir que la route d'Héry est aussi instable, notamment sur certaines sections. Donc, puis c'est une route avec une pente assez importante, un dénivelé important. Donc la question est de maintenir cette route des Gorges de l'Arly ouverte. J'insiste que nous attachons beaucoup d'importance au Val d'Arly. Pour vous, il n'y a pas de débat. Cette route, même si elle coûte très cher, elle restera route. Bien sûr qu'elle restera route. Ce qu'on peut regretter, c'est que dans les années 50, alors que l'État était propriétaire de cette route, l'État aurait dû se retrousser les manches, puis peut-être envisager des piles dans l'Arly. On sait qu'il y a dans l'Arly, qu'est-ce que vous répondez à toutes les personnes qui nous disent mais non, à l'époque ils auraient dû faire un tunnel, un pont? C'est de l'info ou c'est de l'intox? Non, un tunnel, je dis non parce que sur plusieurs sections, le terrain est instable. On voit bien, il y a des glissements de terrain. Ceux qui disent il aurait dû faire un tunnel, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À un moment, il faut dire les choses. Par contre, un pont. Par contre, on l'a testé, il y a eu des sondages. Sur une grande partie de l'Arly, on a le dur. Donc on aurait pu, à cette époque, faire des piles, comme on sait faire sur les réseaux d'autoroutiers, et puis un viaduc sur une grande partie de ces Gorges de l'Arly. Et le problème aurait été réglé, ça aurait pu descendre de chaque côté, rive droite, rive gauche. Oui, malheureusement, voilà, on ne refait pas le passé maintenant. Vous avez récupéré ce joli bébé concédé par l'État il y a maintenant 10 ans, et ça coûte très cher. On va maintenant voir ce qui se passe au Fresnay. Il y avait des coulées de boue, des problématiques de ce fameux torrent du Sarthet. Si vous habitez dans ce coin, c'est la RD 1006. Et là aussi, des efforts au quotidien. Regardez. Dans la
Continuité des travaux engagés à l'automne 2015, le chantier de la RD 1006 a repris pour la phase finale de construction d'un double merlon juste avant l'entrée du village de Bramant, en Maurienne. Un ouvrage imposant ayant pour objectif de sécuriser une zone exposée sous 2 falaises en mouvement. Effectivement, cet hiver, il y a eu pas mal de chutes de blocs, ce qui a d'ailleurs prouvé que l'aménagement était utile puisque les blocs se sont arrêtés à l'arrière du merlon. Et donc on a eu 3-4 chutes de blocs entre l'hiver et le printemps. Et de plus, avant qu'on démarre le chantier proprement dit cette année, on était obligé de miner quelques blocs parce que des dalles menaçaient de tomber, quoi. Donc menaçaient la sécurité des travailleurs dessous, quoi. Comme lors du chantier 2015, les travaux engagés ont demandé la mise en place d'un alternat actif de septembre à fin novembre, puis levé avant le début de la saison touristique d'hiver. À l'origine, on s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas carrément mettre en place une déviation, mais compte tenu de la déviation possible par la route de soie, c'était assez compliqué et assez contraignant. Donc on a trouvé une solution en fait en mettant des alternats par feu sur un peu plus de 2 mois. Donc sur un peu plus de 2 mois, mais la seule contrainte c'est la durée de l'alternat qui est plus de 5 minutes en fait. Mais bon, les gens comprennent assez bien puisqu'ils savent qu'on travaille pour leur sécurité. Les merlons seront donc achevés avant la fin du mois de novembre 2016 pour un chantier au budget total de 950 000 € environ. Il ne restera plus qu'une campagne d'enrobés prévue pour l'an prochain afin de remettre à neuf la chaussée sur ce secteur. Oui, on était ici dans le Val d'Arly, nous étions il y a quelques instants en Maurienne et évidemment dans le Chablais. Il y a des problématiques parfois qui sont très étonnantes. Jean-Philippe, moi j'aime bien les mots patois et les non patois des pays de Savoie. Quand on dit par exemple à 2 km d'ici moulin à Ravier, on se dit moulin ça va mouliner, turbiner c'est de l'eau pose problème. Comme par hasard, c'est là qu'il y a des problématiques dans les gorges de l'Arly. Par exemple, il y en a, oui. On a plein, hein, vous en trouvez plein d'autres. Hein. Feu courbe, en passant par la solitude, quand on monte à Chevenot, c'est le même problème. Bien sûr, bien souvent, c'est les secteurs qui posent problème aujourd'hui, posaient déjà problème il y a plusieurs années. Simplement, aujourd'hui, on a peut-être une accélération des phénomènes plus fréquents, plus récurrents. Mais bien souvent, les secteurs sont déjà connus et la toponymie en est la preuve. On l'a dit à l'instant, la problématique, ce n'est pas que l'eau, c'est la boue, c'est le transport que va faire l'eau de tous ces matériaux que la rivière, qui a beaucoup grossi à cause d'orages, va emporter dans son lit. C'est ça le problème, hein, numéro 1. Alors là, sur l'exemple du Fresnay, oui, c'est un problème de lave torrentielle. Donc c'est un mélange d'eau et d'éléments solides qui va se comporter comme un fluide et qui va s'écouler le long de la pente jusqu'au fond de la vallée. Alors, c'est vraiment le fond du débat. On a la chance d'avoir 2 élus avec nous. Aujourd'hui, la quasi-totalité des communes doivent changer leur poste en PLU, ce qui veut dire que certaines zones ne sont plus constructibles, ce qui pose de vrais problèmes avec les riverains de ces terrains-là. On a vu pendant un certain temps, toutes ces montagnes autour de nous sont magnifiques, mais elles sont de moins en moins entretenues parce qu'il y a une problématique pastorale très forte. Les bois aussi, il y a des coupes franches qui sont faites, mais il y a parfois des bois qui sont jusqu'à la limite des torrents. Et dès qu'il y a un orage, c'est ça que l'on voit au fond des rivières, Auguste, Picolet par exemple. Oui, c'est une vraie difficulté. D'ailleurs, on a eu l'exemple... Et les maires n'ont pas les moyens de pouvoir entretenir tous les cours d'eau, ils n'y arrivent pas. C'est un vrai problème. On a eu l'exemple l'automne dernier, notamment sur la route d'Héry, où il y avait des arbres en limite de la route départementale qui appartenaient à des privés. Le maire du Gine a pris l'initiative de réunir ses propriétaires et ensemble, des décisions ont été prises pour abattre ces bois qui menaçaient de tomber sur la route et causer des accidents. Même chose en Haute-Savoie. En plus, vous avez de plus en plus de nombreux habitants qui viennent sur la partie nord de la Haute-Savoie. Je peux comprendre les conflits d'usage, mais à un moment, on ne peut plus faire autrement. Lorsqu'il y a de l'eau à la proximité d'un terrain, cette eau qui est très sage, très jolie l'été parce que c'est un petit ruisseau, peut devenir un jour un gros problème. Oui, c'est effectivement un problème parce que ça peut être à double tranchant. Premièrement, on arrive à dire de temps en temps que les arbres tiennent les talus, tiennent la falaise effectivement, mais d'un autre côté, c'est aussi un moyen de la responsabilité à l'autre. Hein. Voilà, mais en fonction effectivement après de la nature ou des orages, ces arbres effectivement peuvent venir obstruer les routes, aller dans les ruisseaux effectivement, où ça nous pose de gros problèmes de débordement. Ça nous pose également des problèmes aujourd'hui de pouvoir très rapidement rétablir
rétablir la circulation sur les routes dès lors qu'elles étaient coupées par des arbres ou par de la boue ou par des cailloux. C'est vrai que c'est tout un phénomène naturel qu'il va falloir traiter et ça se fait uniquement dans l'urgence. Nous sommes obligés de le faire parce que ce sont les routes de transit donc, et nous essayons d'assurer au travers de ça, je dirais, la sécurité de tous les automobilistes. Alors bien sûr, lorsque ces routes elles sont entretenues, il y a du personnel qui est là pour faire que tout aille bien. Vous voyez derrière nous tous ces équipements, les déneigeuses, les saleuses par exemple. On a une grande partie du territoire, notamment en Savoie, qui est concernée par des routes à plus de 1500 mètres d'altitude. Il faut les saler. Donc maintenant on a quand même un petit peu un recul suffisant. Le passage du sel à la saumure. C'est une bonne idée, ça a marché ? C'est une très bonne idée. Il faut savoir que jusqu'à les années dernières, on consommait en moyenne 20 000 tonnes de sel qui proviennent donc de l'étang de Berre. Il se trouve qu'à Métaux Spéciaux, Pomblières-Saint-Marcel, l'usine pour fabriquer du sodium. Donc là, on est à l'entrée de la Tarentaise. Voilà, entre sortie de Moutier. Cette usine, pour fabriquer le sodium, a besoin de faire venir chaque semaine 1200 tonnes de sel qui proviennent du Salin du Midi. Ce sel vient jusqu'à Lyon en barque, enfin en bateau, et ensuite en camion de Lyon à Saint-Marcel. Le mélange après est effectué et le conseil départemental également de la Haute-Savoie a tenté l'aventure parce que c'est mieux pour l'environnement. Le sel, évidemment, lorsque l'hiver est terminé, il reste sur les abords des routes. Et grâce à la saumure, en mettant moins, il y a moins de problèmes. On le voit, c'est vraiment visible. Au printemps, là, quand il commence à faire beau, on voit bien que les abords des routes sont moins rongés. Oui, en Haute-Savoie, nous avons mis en place un système qui s'appelle, ce qu'on appelle le plan Viginège. C'est donc un système qui est éco-responsable. Et je dirais dans le même sens que la Savoie, nous sommes passés à travers de ce schéma de 32 000 tonnes de sel par année à 24 000 tonnes de sel par année. Ce qui veut dire que déjà, dans le cadre effectivement de pouvoir saler les routes, nous en avons beaucoup moins. Néanmoins, nous avons quand même accéléré le processus pour rendre nos routes, je dirais, utilisables et surtout sécurisées. Nous avons, au niveau du matériel, nous avons quand même changé de matériel. Nous avons formé des agents. Nous avons acheté, je dirais, des matériels pour mesurer l'humidité, la salinité des routes, si vous voulez, pour voir effectivement pour pouvoir optimiser la quantité de sel. Ça a beaucoup aidé aussi, évidemment. Exactement. Faire du sur-mesure. Maintenant, clairement, je vous pose la question droit dans les yeux. Est-ce que la route au noir, c'est un tabou ou à un moment ou à un autre, on n'aura plus les moyens, la puissance publique départementale, de faire que, voilà, vous n'avez qu'à mettre vos pneus neige comme ça se passe effectivement en Allemagne, en Autriche, où c'est de l'obligation. Vous n'avez pas la possibilité de rouler si vous n'avez pas les pneus neige l'hiver. Non, ce n'est pas un tabou. Je crois qu'il faut prendre ce problème de neigement sous deux aspects. Premièrement, il faut se dire comme ça que la neige, on ne peut pas l'enlever avant qu'elle tombe, ce n'est pas possible. Donc il faut se dire que dès qu'elle tombe, il faut pouvoir se mettre en ordre de marche pour dire de pouvoir l'enlever le maximum. Tout en faisant, je dirais, un bon mix entre le côté pouvoir déneiger, de l'autre côté pouvoir mettre du sel pour sécuriser. Ça, c'est une première chose. Nous avons plus le choix, nous devons y échapper. Deuxième chose, vous avez raison, il faut quand même faire attention à la protection de notre nature par rapport à ça. Donc effectivement, le fait peut-être de saler moins va nous protéger toutes nos bordures, va protéger nos arbres, va protéger notre écosystème. Je crois que c'est l'objet de ce plan que nous avions en place. Nous avions mis en place, qui s'appelle Viginège. Mais je crois qu'il faut se dire, nous n'arriverons jamais à zéro difficulté. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir peut-être prendre des mesures pour que les gens s'équipent. N'oublions pas que nous sommes dans un pays de montagne et les gens doivent avoir les moyens de se sécuriser et d'équiper leurs véhicules. On se dit bien politique, souvent... mais il y a eu plusieurs propositions de loi qui ont été déposées par vos départements voisins des Hautes-Alpes qui ont cette problématique. En plus, voilà, les vallées sont très profondes, très lointaines, et c'est jamais aller jusqu'au bout. Clairement, l'obligation d'avoir des pneus neige pour circuler l'hiver. Mais en plus, c'est toujours resté sur le bureau du gouvernement. On me dit souvent qu'il est plus, je dirais, difficile de déneiger des grands axes de Stramont sur Annecy alors qu'il n'y a que 10 cm de neige par rapport à des cols de montagne où il y a 40 cm de neige où on a beaucoup moins de difficultés. Il est vrai qu'avec une petite couche de neige et une grande circulation, nos saches-neige ont de la difficulté pour pouvoir, je dirais, déneiger. C'est ça, Auguste Picollet. C'est la même chose, Auguste Picollet, pour l'été. Il y a plusieurs idées qui ont été développées, notamment sur la route départementale entre Albertville et Moutier. Fauchage raisonné. Alors les gens disent « Ah ben oui, mais bon, c'était plus joli quand ça faisait un petit peu golf. » Non, vous vous laissez pousser. Ça permet, ces périodes de beau temps aux différents papillons et
les autres insectes de pouvoir faire aussi leur travail. Si vous me le permettez, je voudrais revenir un instant sur le sel. Je disais qu'on avait passé une convention avec Métaux Spéciaux. Et c'est vrai que dans le cadre de cette fabrication du sodium, il se trouve que lorsque faire 1 tonne de sodium, il faut 3,5 tonnes de sel. Sur ces 3,5 tonnes, il reste 1,5 tonne de déchets. Et c'est avec ce déchet de sel que nous fabriquons de la saumure. 1 tonne de sel, de déchets de sel, c'est 3500 litres de saumure, qui va nous permettre dans les prochaines années de faire des économies de sel assez considérables. Et puis la saumure est moins nocif que le sel pur. En plus, vous êtes en train de partir dans des plans zéro pesticides qui permettent aussi de respecter les abords des routes. Nous, ça fait maintenant 3-4 ans qu'il n'y a plus de pesticides sur nos routes. Alors ça demande de la main-d'œuvre, nos personnels, mais je crois qu'on a eu raison de supprimer ce type de produit. On va continuer à parler d'environnement. Merci beaucoup de rester avec nous. On va regarder un reportage. Je vous remercie également, Jean-Philippe, de nous avoir donné vos éclairages prudents, mais on a compris techniques. Bien entendu, ces montagnes, elles bougent et elles ne vont pas arrêter de bouger. J'ai bien compris votre message. Nous allons maintenant voir la mise aux normes d'un ouvrage d'art absolument exceptionnel. Nous partons dans l'ouest de la Savoie, axe essentiel de communication avec ce qu'on appelle l'avant-pays savoyard. C'est le tunnel de la Dent du Chat, un chantier exceptionnel. Fermé totalement à la circulation depuis le mardi 18 avril 2017, le tunnel du Chat est entré dans la phase finale de sa rénovation, un chantier qui a commencé par la dépose des tôles de voûte. Un travail qui offre cette image surprenante d'un tunnel mis à nu, avec ce tube d'1,5 km taillé dans la roche. L'heure est aujourd'hui à la purge et la sécurisation des roches formant la voûte de l'ouvrage, puis d'ici au mois de juin, commencera l'installation des nouvelles tôles qui donneront un tout nouveau visage au tunnel. Puis la chaussée sera refaite avec un enrobé clair et le chantier se poursuivra avec l'installation des équipements d'éclairage, de ventilation ou encore de vidéosurveillance. La réouverture du tunnel est prévue pour la fin de l'année 2017. Et toute circulation est jusqu'alors interdite par le tube principal, mais aussi par la galerie de sécurité. Bienvenue dans ce Grand 8. Nous parlons de tous ces grands chantiers qui vous concernent. Et là, évidemment, typiquement, si vous habitez dans le bassin chambérien, que vous devez aller travailler de l'autre côté de la Dent du Chat, voilà, vous connaissez forcément la problématique du tunnel de la Dent du Chat. Il n'y a que 2 moyens pour pouvoir accéder à l'ouest du département. C'est soit l'autoroute et vous avez le tunnel de l'Épine, qui est aussi très surveillé, bien sûr, par la concession autoroutière. Et ce tunnel qui n'est pas payant et donc qui est complètement dirigé, surveillé et exploité par le conseil départemental de la Savoie. C'est vrai, Alain, que c'est un chantier d'envergure, on l'a bien compris. Alors effectivement, c'est un chantier de grande envergure qui a démarré maintenant il y a 2 ans et demi pour un coût de au moins un minimum de 40 millions d'euros de travaux. Au moins 40 millions d'euros, voilà. C'est énorme pour le budget d'un département. Alors effectivement, c'est énorme. Alors c'est un coût qui est lissé sur 3 années, puisque vu la durée du chantier. Mais c'est un chantier donc, qui s'avérait absolument indispensable, puisque c'est la dernière phase de la mise aux normes du tunnel du Chat, qui a été engagée et reprise dès lors que le tunnel nous a été transféré en 2007. Et là, donc, la dernière étape avec l'enjeu majeur de sécurisation par cette galerie de sécurité, le creusement de cette galerie de sécurité. Alain Baudet, vous parlez de la galerie de sécurité. On s'en souvient, c'était en Haute-Savoie, en mars 1999. 39 morts au tunnel du Mont-Blanc. L'un des enseignements de cette catastrophe a été de creuser des galeries de sécurité sur tout ouvrage fermé à 1 tube ou 2 tubes. Là, clairement, c'était une obligation nouvelle. Avant le tunnel du Mont-Blanc, vous n'auriez pas eu cette contrainte-là. Alors tout à fait, c'est ce qui résulte effectivement des réglementations qui ont vu le jour suite à l'incendie dramatique du Mont-Blanc. Il faut savoir que pour un exploitant de tunnel, la crainte majeure, c'est l'incendie. C'est vraiment le scénario catastrophe le pire qui puisse nous arriver.
Et la seule façon de pouvoir mettre les gens à l'abri, c'est effectivement de disposer d'une galerie parallèle au tunnel qui leur permette de s'évacuer en attendant l'intervention et pendant l'intervention des secours. Auguste Picollet, est-ce que vous êtes là aussi posé la question? Ça va coûter peut-être trop cher pour la collectivité départementale. On va faire ces travaux, mais on va rendre le tunnel payant. Est-ce que la question s'est posée? Non, non. C'est un tunnel qui fait 1,5 km, difficile de faire payer ce passage pour les gens notamment qui vivent et travaillent dans l'avant-pays savoyard. Mais c'est un axe essentiel. Je voudrais reprendre le chiffre. Si on y ajoute les travaux annexes, c'est-à-dire les giratoires de part et d'autre du tunnel, c'est une facture de 55 millions. Hein. C'est quand même pas rien pour des départements qui ont en plus de moins en moins de moyens pour financer ces différents objets. Alors c'est vrai qu'il y a des tunnels, c'est toujours des contraintes, il y a des ponts, il y a des viaducs, on appelle ça des ouvrages d'art. Quelle est la problématique des tunnels dans cette roche qui est, on l'a dit tout à l'heure, déjà très fragilisée? Est-ce que ça rajoute encore des montants aux factures? Alors forcément, la nature de la roche, la complexité du terrain rencontré, les venues d'eau par exemple, sont autant d'éléments qui viennent complexifier le chantier sur ces aspects techniques. Donc tout ça a nécessité des études géologiques très poussées en amont, avant le démarrage des travaux, et aussi des installations à l'extérieur du tunnel pour traiter notamment les eaux de chantier, les eaux qui arrivent à l'intérieur du massif, qu'il faut donc évacuer et traiter au fur et à mesure. Cette roche, elle bouge, on va reparler des routes dans quelques instants, mais c'est un peu le même sujet, Denis Duvernay. Vous avez la concession de deux magnifiques trains de montagne qui sont situés l'un à Saint-Gervais, l'autre à Chamonix. C'est aussi parce que le terrain bouge que le ballast fout le camp. Le ballast est absolument essentiel pour que les rails puissent tenir d'aplomb. Ces trains, ils sont centenaires. Et là, il y a un grand projet de modernisation, notamment du tramway du Mont-Blanc, qui vous appartient. La concession est donc donnée à la compagnie du Mont-Blanc. C'est une conséquence aussi directe de ces changements géologiques de cette roche sur le secteur du Mont-Lachat, à plus de 2000 mètres d'altitude. Oui, comme vous l'avez dit, ces deux ouvrages, effectivement, sont propriétaires du département de Haute-Savoie, qui sont donnés en concession, bien entendu, à TMB. Néanmoins, ce qu'il faut se dire, c'est que pour monter au Nid d'Aigle, c'est celui qu'on appelle le TMB. D'accord ? Ce train-là, effectivement, pour avoir été dedans et pour avoir vu effectivement l'état des rails, nécessite une parfaite refonte, une parfaite consolidation. C'est pour ça que le département a accepté, je dirais, deux choses. Premièrement, de mettre pour 21,7 millions d'euros de travaux sur cette ligne et ensuite de pouvoir la prolonger jusqu'au refuge, effectivement. Pour arriver à plat. Pour arriver à plat, effectivement. Vous arrivez dans une montée, c'est pas pratique, c'est dangereux, vous avez des éboulements de rochers. Je crois que c'est quand même l'itinéraire du tunnel du Mont-Blanc. C'est l'accès au Mont-Blanc. C'est l'accès au Mont-Blanc, donc il est emprunté par énormément de personnes et donc nous avions effectivement le devoir de remettre cet ouvrage en état de sécurité. Ouais, je voulais faire ce petit clin d'œil aux habitants de Saint-Gervais parce que c'est le même sujet, que ce soit pour une ligne de train ou effectivement pour une route. Il y a la même problématique aussi en Savoie, là, sur la ligne victorienne, au passage de Brison-Saint-Innocent, où cette ligne a été créée il y a quelques années. Là aussi, vous protégez la route et la voie ferrée? Bien sûr, il y a régulièrement d'ailleurs des chutes de pierre et d'ailleurs cet itinéraire est équipé de filets de protection sur une grande partie du linéaire. On va revenir à la problématique de l'ouest du département. Bien sûr, ça vous concerne au tout premier point, Denis Duvernay, en Haute-Savoie, le domicile-travail. Toutes les personnes qui habitent à Chambéry, qui vont travailler de l'autre côté du tunnel de l'Épine ou de la Dent du Chat ou vice-versa, ont été très impactées par ces travaux du tunnel de la Dent du Chat, parce qu'on ne peut pas laisser l'accès à ce tunnel pour travailler. Donc forcément, vous avez dû faire un planning de travail très, 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 très millimétré, parce que chaque jour est vraiment un empoisonnement pour les gens qui habitent autour. Pour dire les choses, lorsque le tunnel est fermé, il faut passer soit par le col de la Dent du Chat, soit par le tunnel payant de l'Épine. C'est des dizaines de minutes en plus. Alors effectivement, sur l'organisation des travaux du tunnel du Chat, nous avions fixé des contraintes de circulation à l'entreprise en charge de sa réalisation. Avec des périodes malgré tout, nous avons laissé à l'entreprise des possibilités de faire des fermetures de tunnels, soit des nuits, soit des week-ends, pour anticiper autant que possible les travaux de génie civil de la galerie notamment et de préparation de ce qui se fait en ce moment dans le tunnel pour essayer de réduire au maximum la gêne aux usagers qui en ce moment, puisque le tunnel est totalement fermé pour une période de 6 mois. C'est pour ça aussi qu'on fait cette émission-là. Denis Duvernay, on n'est pas loin d'un site que vous connaissez bien qui s'appelle Doussard, où il y a aussi des problématiques de voirie, de travaux d'enrobés actuellement.
Le problème, c'est que la circulation est telle que les travaux ont lieu la nuit et la conséquence, évidemment, lorsque les travaux sont le week-end ou la nuit, c'est qu'ils sont plus chers. Oui, ils sont plus chers, mais attendez, la 1508, effectivement, qui est une voie, je dirais, qui structure le département du nord au sud. Qui va jusqu'à Annecy, plus loin d'ailleurs. Qui relie effectivement la Savoie, qui va bien plus loin, qui va jusqu'à Bellegarde quand même, donc elle traverse le département quand même du nord au sud, et ça il faut le savoir. Je dirais que nous sommes obligés à certains moments de prendre des mesures pour faire en sorte que nous diminuions au maximum les désagréments pour les utilisateurs. Je crois que c'est ça également l'objectif. Ça coûte plus cher, oui, mais une route sur laquelle il passe 15 000 véhicules jour et qu'il faut pouvoir dévier, sachez que les déviations, c'est souvent par des petites routes communales qui ne sont pas adaptées pour ce genre de circulation. Donc effectivement, je crois qu'il faut savoir le faire également. Il y a un peu le même problème en plein cœur de la vallée de l'Arve, le contournement de Marigné à Thiers-Vougy, si vous connaissez actuellement le secteur, il y a des gros travaux qui ont été entrepris. Vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui habite là-bas, donc dès qu'il y a des panneaux déviation, ça coince un peu toujours. C'est vrai, mais bon, je dirais que c'est quand même, le désenclavement de la moyenne vallée de l'Arve et de la rive droite de l'Arve dans ce secteur-là. Je crois que ce n'est pas uniquement une déviation de Marigné et de Thiers. Ça s'inscrit dans un programme qui est beaucoup plus conséquent et nous en sommes à la 4e phase. La première phase, c'était l'échangeur Est de Bonneville. Ensuite, nous avons relié, je dirais, cette autoroute à la RD19 qui était à la sortie de Bonneville en traversant notamment l'Arve. Ensuite, la 3e partie, c'était Bonneville, Marigné sur la RD19. Et là, maintenant, nous partons de la RD19 pour rejoindre la RD26, c'est-à-dire refaire un accès en direction des stations, que ce soit en direction du col de Châtillon ou que ce soit en direction de la vallée du Gifre. Et puis, effectivement, éviter l'engorgement à Cluses qui pose souvent problème vers 17-18 heures parce que voilà, il y a les sorties des écoles et c'est très compliqué à Cluses. On parle encore un tout petit peu des tunnels avec vous, Alain Baudet. On a vu, à l'époque, c'était des trous, les tunnels, voilà, comme on l'a vu à la Dent du Chat. Maintenant, il y a aussi toutes les casquettes, les paravalanches, les pare-pierres. On en voit plein dans les gorges de l'Arly. Ce sont des ouvrages qui ont été aussi marqués par l'ingénierie de Savoie. J'aimerais qu'on ait un petit clin d'œil à une entreprise savoyarde, celle de Léon Gross, qui a beaucoup œuvré, notamment à la protection des gorges de l'Arly, n'est-ce pas, notre ami? C'est vrai, c'est très très fort. Oui, vous citez l'entreprise Léon Gross. Elle nous a construit le paravalanche à l'entrée des gorges il y a maintenant 5-6 ans. C'est de l'ingénierie savoyarde. Tout à fait, avec des techniciens exceptionnels. C'est un ouvrage qui fait 195 mètres de long et qui a coûté au département, au lendemain du transfert de la route, 8 millions d'euros. C'est quand même pas rien. Merci en tout cas à vous tous. Maintenant, on va essayer de comprendre comment mieux partager ces routes. C'est vrai, très souvent, elles sont pas très large, il y a beaucoup de voitures, parfois un petit peu trop. Il y a des solutions de bus à haut niveau de service, peut-être même d'autres moyens de partager la route avec les vélos qui sont de plus en plus nombreux, notamment autour du lac d'Annecy. On regarde ce reportage sur la voie verte. Nous sommes sur la rive est du lac d'Annecy, pas loin du tout d'ici. On retrouve l'interview de Christelle Beurier. Le tour du lac d'Annecy, donc la rive ouest a été fait. Ici, on est sur la rive est. Donc on est à un passage stratégique qui a été réalisé il y a peu de temps. L'objectif pour le département, c'est donc de terminer complètement le tour du lac d'Annecy vers l'année 2020 en définitif. Ici, on comptabilise déjà dans les deux sens sur une année plus de 375 000 passages. Sur la rive est du lac d'Annecy, on a encore environ 12 km de pistes cyclables donc à réaliser. Une piste cyclable qui est soit en site propre, en site partagé ou en site monodirectionnel, ce qu'on appelle donc de la bande cyclable. Et un site en voie uniquement dédié à la mobilité douce. Et donc on a environ 12 km qui sont encore à effectuer pour un montant total de financement de 14 millions d'euros. Et ce lac d'Annecy devra être aussi rattaché dans les années à venir à la véloroute des sillons alpins qui est destinée à rejoindre la Viarona côté Seyssel et après côté Savoie, Aix-les-Bains, mais aussi Albertville. Donc voilà, une belle balade cyclable. Les pistes cyclables et le moyen de la mobilité douce, c'est vraiment une merveilleuse image pour la préservation de nos paysages déjà. C'est apporter cette envie de venir découvrir et d'apprécier les bords du lac, les montagnes et donc les paysages de Haute-Savoie et de Savoie de manière générale. La retombée économique, elle est vraiment importante puisque en moyenne sur le territoire national, un touriste à vélo dépense entre 85 et 115 euros par jour. C'est de la retombée vraiment sur l'économie locale, c'est-à-dire vraiment les petits restaurants,
le petit hébergeur de proximité, c'est le réparateur vélo qui est sur le circuit, la petite épicerie. Donc c'est vraiment une économie qui n'est pas délocalisable et donc vraiment un retour sur investissement pour l'ensemble de nos territoires. Il est aussi très important de raccrocher ces pistes cyclables à d'autres modes de transport, publics notamment, sur les gares, sur les centres-bourgs, sur les endroits où on peut prendre le bus. Donc il y a vraiment un grand travail à faire pour qu'on ait l'infrastructure qui correspondent aux déplacements des gens au quotidien, mais aussi qu'on soit capable de les accueillir pour qu'ils puissent poursuivre leur trajet. Donc c'est vraiment l'enjeu, je dirais, des années à venir. De retour dans ce Grand 8, dernière partie, comment essayer d'utiliser le mieux possible cet espace routes, parfois le partager avec le vélo. Alors parfois c'est possible parce qu'il est possible d'avoir deux voies totalement différentes. Parfois c'est pas possible du tout parce que l'assise de la route ne me permet pas tout ça. Alors justement, j'aimerais que l'on parle peut-être du tout premier chantier très symbolique voulu à l'époque par Michel Barnier et très largement réalisé par Jean-Pierre Vial. C'est le site des motets. On est sur la rive sud du lac du Bourget qui a été très précurseur de ce qu'on a vu là à l'instant. Tout d'abord, permettez-moi de saluer ma collègue Christelle, qui préside l'Association des départements et régions cyclables de France et dont je fais partie. C'est vrai que ces travaux qui ont été engagés maintenant il y a plus d'une dizaine d'années en bordure du lac a été une réussite complète. Au-delà de la réalisation de la piste cyclable, la volonté de Michel Barnier et des élus de l'époque, et encore ceux d'aujourd'hui, c'était de mettre en valeur ce beau lac d'Annecy, ce beau lac du Bourget du lac, pardon. Vous êtes vraiment savamment blanc, ça y est, maintenant vous mélangez les lacs. Oui. Et donc ça a été un chantier exceptionnel, et d'ailleurs on est un peu victime du succès parce que cette piste cyclable fait beau le est très fréquentée. monde sur le site des motets, c'est absolument génial. Alors, c'est vrai, on ne peut pas l'enlever, au lac du Bourget, c'est magnifique, mais sur toute la partie sud, vous avez quand même un peu plus de place qu'autour du lac d'Annecy. Je me retourne vers vous, Denis Duvernay, où d'abord la route, elle fait tout le tour du lac, ce qui n'est pas le cas du lac du Bourget, où il y a toute une côte sauvage. Et là, on voit bien qu'il y a parfois aussi des conflits d'usage. Je ne vais pas vous relire le Dauphiné libéré d'il y a un mois, il y a même un camion qui est tombé dans le lac, c'était sur la plage d'Angon. On voit bien, il y a beaucoup de circulation. Il y a des usages qui sont faits pour que la piste cyclable puisse faire le tour, mais parfois il n'y a pas la place de faire tout ça. Non, mais c'est vrai que nous sommes quand même dans un site qui est hyper contraint. D'un côté, vous avez le lac, de l'autre côté, vous avez la falaise. Donc, il faut trouver des espaces pour créer ces pistes cyclables. Néanmoins, nous y arrivons quand même. Ça fait depuis 2008 qu'il y a eu l'enquête d'utilité publique qui nous a donné la possibilité d'effectuer ces travaux. Et chaque année, nous en faisons un petit circuit. Le reportage que nous venons de voir démontre effectivement toute l'utilité effectivement de cette piste cyclable. Je pense qu'il fait partie, sans vouloir vexer mon collègue de la Savoie, des plus beaux détours de France en termes de pistes cyclables. Et je pense qu'au-delà de l'aspect, je dirais, visuel, c'est un projet touristique, c'est un projet économique, c'est un projet qui sert au titre de mode doux. Ça permet effectivement, entre les bourgs, de pouvoir faire la liaison par le vélo. Vous savez que le vélo électrique se développe de plus en plus maintenant et qu'un maximum de personnes iront maintenant au travail par ce mode, effectivement, de transport. Je crois que néanmoins, nous avions trouvé avec le SILA, il faut savoir que le SILA finance à hauteur de 50% ces pistes cyclables autour du lac d'Annecy. L'objectif de 2020 sera tenu aujourd'hui. Je comprends que ça puisse perturber à certains moments des personnes à double titre. Financièrement, elles coûtent beaucoup d'argent, mais c'est normal. Nous sommes dans un site contraint, dans un secteur qu'il faut protéger. Le lac, il est beau, c'est vrai. Et de l'autre côté, nous n'avons pas le choix. Nous sommes en bordure de propriété où quand là, il faut exproprier des gens, cela revient absolument très cher. Effectivement, c'est la même problématique pour les passages à pied autour du lac. On a quelques protections françaises qui datent de Napoléon qui ne sont pas simples. Alors, même chose pour passer des transports en commun. Si on reprend la voie cyclable qui part du Gine et qui part jusqu'à Annecy, à l'époque, il y avait une voie ferrée qui est devenue piste cyclable. Certains disent, non mais attendez, c'est très bien les vélos, mais comment on fait pour pouvoir aller travailler à Annecy le matin pour des gens qui sont à Faverges, par exemple, parce que voilà, quand on est dans les bouchons, on est dans les bouchons. Donc, il y a eu la création d'un bus à haut niveau de service, mais qui roule, qui est noyé dans la circulation. Donc, quand il y a des bouchons, le bus, il va pas plus vite. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui au monde associatif de pouvoir rétablir le rail. Il faut dire que le bus au niveau de service, il n'existe pas aujourd'hui entre Annecy et Faverges tel qu'on l'imagine. Un bus au niveau de service... Qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir le faire, ce fameux bus à haut niveau de service qui marche sur la partie finale, mais pas sur cette partie-là ?
Alors, non, un bus au niveau de service, il répond à 2 critères. Premier critère, c'est un problème de cadencement. Ça veut dire qu'il en faut un bus toutes les 12 minutes ou tous les quarts d'heure maximum. C'est le premier point. Deuxième point, il faut qu'il soit au maximum en site propre, ce qui veut dire qu'il ne sera pas pris effectivement dans le flux des véhicules. Et c'est tout l'objet que nous avons aujourd'hui, je dirais entre le tunnel du Semnos, le BHNL sur la 1508, où nous allons lancer l'année prochaine une déclaration d'utilité publique pour pouvoir réaliser cet itinéraire. Je crois qu'à partir de là, nous pourrons vraiment mesurer l'utilisation et la pertinence de ces transports à haut niveau de service. On l'entend bien, l'écologie est plus qu'à la mode actuellement. Faut-il que tous ces transports se combinent entre eux? On le voit bien, les personnes sont prêtes à lâcher la voiture s'il y a un modèle de transport efficace. Chambéry-Aix, ça marche. Aix-Annecy, il y a encore beaucoup de travaux et on a bien vu que la région essaie d'aider un peu ce projet-là, mais les temps de parcours sont quand même toujours encore très longs si on ne prend pas la voiture. C'est un peu l'objectif quand même aujourd'hui, c'est de faire passer les gens à un autre type de transport. Bien, concernant nous, la région chambérienne, voilà maintenant une dizaine d'années que nous avons conventionné avec l'AREA pour inciter les gens, domicile-travail, de Grésy-sur-Aix jusqu'à Montmélian, de rentrer sur l'autoroute en bénéficiant de rabais de l'ordre de 50 voire 60%. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir les fameux P+R qui ont été pas très compris côté suisse, alors qu'au côté haut-savoyard, c'était une évidence. Laisser la voiture à proximité d'un péage, partager la voiture avec des amis qui vont travailler, pourquoi pas en Suisse, qui est comme le premier employeur de Rhône-Alpes, et essayer de partager ses frais et d'avoir moins de voitures à la douane de Bardonnay, par exemple. Oui, je reviendrai sur votre question d'avant. Je crois qu'il ne faut pas mettre en opposition tous les modes de transport. Ils sont complémentaires, c'est vrai. Et vous parliez du vélo, le département fait un énorme effort sur le problème des pistes cyclables, parce qu'il a augmenté ses niveaux de subventionnement qui maintenant vont jusqu'à 80%. Mais au titre des P+R, effectivement, nous avons lancé un certain nombre de P+R depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous avons 1700 places en P+R. Salanches, Marigny, vous avez Saint-Martin-Bellevue, vous avez Pringis. Ils sont tous pleins, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même un réel succès. Vous avez vu juste. Pour terminer, on a effectivement compris que ces infrastructures sont très lourdes. Ça fait 10 ans que l'État vous a fait ce très joli cadeau au département de récupérer ces anciennes routes nationales devenues départementales. Dans 10 ans, on en sera où, Auguste Picolet? Si les départements existent encore, mais clairement, on en sera où? Je ne sais pas lire dans le Marc Café. Si ce n'est qu'il faudra continuer à sécuriser nos routes en investissant, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en étant vigilant sur tout ce qui touche la sécurité, qu'il s'agisse du marquage horizontal, des glissières de sécurité, des filets en zone de montagne. Tout ça fait partie de la sécurité. Pour le département de la Savoie, sur une année budgétaire, c'est entre 7 et 8 millions d'euros qu'on investit pour la sécurité. Pour la sécurité, on n'a pas parlé aussi du secteur du granier qui est plus que concerné aussi. Alain, même chose pour vous. Lorsqu'on parle de ces gros usages, on le sait, le prix des matériaux ne cesse d'augmenter. Quand on rénove des tunnels, ça coûte beaucoup plus cher qu'avant. Est-ce qu'on va arriver, là encore, à avoir des techniques de moins en moins chères ou non? Là aussi, ça suit les cours de l'inflation des matériaux qui est énorme actuellement, il faut le rappeler. Alors sur la rénovation des tunnels, on a eu un exemple relativement récent au tunnel des Échelles par exemple, où on a fait un traitement de l'étanchéité du tunnel avec des matériaux qu'on appelle en couche mince, donc ce sont des produits à base de polymère qui permettent justement d'avoir des coûts de réalisation, des coûts de chantier bien inférieurs à des techniques classiques telles que le béton projeté. Qui coûte très très cher, il faut le rappeler, vraiment. Voilà, parce que c'est l'acier, le béton ne cesse d'augmenter. La mise en œuvre, dans la mesure où la mise en œuvre est plus rapide, le temps, le coût aussi de la main d'œuvre permet d'être réduit sur ce type de chantier. Denis Duvernay, la Haute-Savoie, de plus en plus d'habitants, de plus en plus de trafic. Ces routes, il faut les partager. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de vos ambitions 10 ans après ce transfert de ces 3000 km de l'État à vous, est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Oui, absolument. Je crois qu'en Haute-Savoie, nous avons besoin d'un réseau structurant qui soit efficient pour l'économie, pour le tourisme. Donc, par rapport à ça, nous avons commencé à anticiper. Notamment sur Annecy, nous avons un très fort engorgement. Donc, nous avons passé une convention avec le Grand Annecy sur 9 projets, sur un montant de 432 millions d'euros dans les 12 années qui vont se passer, 255 à la charge du département, 155 à la charge du Grand Annecy, pour faire en sorte que nous ayons un réseau digne, effectivement, du développement de ce département. C'est 10 000 habitants par année, c'est 9 500 véhicules de plus par année également.
Donc il faut absolument faire en sorte que ce réseau, je dirais, soit bien maillé et soit à la hauteur des enjeux de demain. Merci beaucoup à vous trois. Merci aux équipes des 2 conseils départementaux qui ont préparé ces émissions. Auguste Picolet, vous voulez dire un petit mot avant de terminer? Oui, si vous me permettez, moi je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage à l'ensemble de nos personnels qui travaillent sur notre réseau routier. En Savoie, c'est 600 permanents, administratifs, techniques. C'est 150 vacataires que nous recrutons l'hiver en renfort. Moi, je voudrais leur rendre hommage pour le travail exceptionnel qu'ils accomplissent en longueur d'année. Et on tient un coup de chapeau aussi à vos confrères de Haute-Savoie que l'on voit tous les jours, aussi bien les uns que les autres, à déneiger, à nettoyer et à faire que ces routes soient les plus belles de France. Merci beaucoup à vous tous.